la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Lemonnier, doctorant à l'UPJV et psychologue clinicien au CHU Amiens-Picardie. Bonjour Alexandre, merci d'être parmi nous. Bonjour Maria. Nous t'accueillons aujourd'hui pour le 5e épisode de notre podcast. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et leur expliquer l'objet de ta thèse. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, ma thèse se situe dans le domaine de la psychologie de la santé et elle porte sur les patients qui ont des problématiques autour du poids. Et ça porte sur le lieu où j'exerce parce que je suis psychologue clinicien au CHU Amiens, donc en service d'endocrinologie. L'idée, en tout cas, de cette thèse, c'est vraiment d'aborder les interactions qu'il peut y avoir entre l'obésité et puis les normes de genre. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, dans les patients que nous recevons, il y a une difficulté qui semble majorée pour les personnes qui sont plutôt de genre masculin. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de réfléchir sur, par rapport à notre parcours et à ce que nous proposons, ce que pouvaient induire, en tout cas, les normes de genre. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce sujet-là, alors ? Je dirais que c'est vraiment très ancré par rapport à ma pratique de clinicien au CHU. C'est que, partant du constat que j'avais très peu d'hommes en consultation, ce que j'ai remarqué et qui était quand même assez fort, c'est que au pôle prévention, donc dans les patients qu'on accompagne vers la chirurgie de l'obésité, on a à peu près 65% de femmes, et puis donc le reste plutôt des hommes. Et dans mes consultations, j'avais entre 5% et moins de 5% d'hommes. Et je me suis dit, mais l'écart, il est quand même extrêmement important. Comment ça se fait qu'on reçoit quand même une trentaine de pourcents d'hommes et que dans les consultations avec le psychologue, il y ait moins de 5%? Ça me paraissait vraiment un décalage qui méritait d'être questionné du point de vue de la recherche et avec le fait de pouvoir l'utiliser là pour le doctorat, de travailler dessus. D'accord. Et justement, au cours de tes recherches, de tes études à ce sujet-là, est-ce que tu as déjà su tirer des conclusions, fait des découvertes intéressantes à ce sujet-là ? Ce que je dirais, c'est que déjà, donc en fait, je procède en effectuant des entretiens avec les patients que nous recevons. Et c'est des entretiens qui sont différents parce que du fait de la thèse, là vraiment, je prends au moins 2 heures pour échanger avec eux. Et ce que j'ai pu constater, mais que j'avais déjà vu dans les entretiens, c'est qu'en fait, ces patients, beaucoup ont subi des violences physiques, des violences psychiques, et aussi, malheureusement, il y a beaucoup d'antécédents, d'histoires, soit de carence, ou soit d'attouchements sexuels, ou de viols, ou de problématiques incestueuses. Et ça, ce que ça a confirmé, ces entretiens, c'est que j'ai fait 22 patients, et sur les 22, j'en ai eu les 3/4 pour lesquels ils m'ont fait part de violences qu'ils ont pu subir durant leur enfance. Donc c'est un des points quand même assez importants de ces entretiens avec ces patients. D'accord. Et est-ce que de ce fait, par la suite, vous avez dans votre équipe un accompagnement particulier pour ces patients-là ? Alors l'idée, c'est que nous, on propose ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique du patient. Donc souvent, on l'entend sous l'aspect de ETP. L'ETP, c'est l'idée de proposer un parcours de soins aux patients personnalisé quand ils souffrent d'une maladie chronique. Et l'idée, c'est qu'ils soient plus autonomes et qu'ils arrivent à améliorer leur qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on a une équipe pluridisciplinaire avec diététicienne, avec médecin, avec infirmière et notamment endocrinologue et puis moi-même en tant que psychologue. D'accord. Donc, tu es psychologue, tu es aussi doctorant. De ce fait, à quoi ressemblent tes journées ? Comment tu arrives à t'organiser ? Alors c'est une bonne question, puis je pense qui est importante parce que quelquefois j'entends des étudiants qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire un doctorat après, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile ?» Bon, facile, je pense qu'il y a peu de doctorants qui diront ça, mais l'organisation, c'est que j'ai mes journées au CHU, donc, et en général, c'est vrai que quand j'ai une journée au CHU, du fait de la charge mentale que ça représente, du fait aussi, ce sont des entretiens qu'on fait avec les patients ou des ateliers thérapeutiques, j'ai du mal à me mettre à travailler sur ma thèse en rentrant le soir. Le soir, au contraire, je vais plutôt aller à la salle de sport ou souffler, faire quelque chose qui me permet de passer à autre chose et de bien conclure la journée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que ça va être peut-être des samedis ou peut-être des dimanches.
je vais passer du temps sur ma thèse parce que j'ai vraiment du mal en fait à me dire bon allez j'ai 2 heures, je passe 2 heures par rapport aux tâches de la thèse. Il faut toujours que ça soit une demi-journée au minimum ou une journée complète pour que j'avance, que je fasse des retranscriptions d'entretien ou je fasse d'autres tâches qui demandent quand même un effort cognitif important et puis qui demandent quand même plusieurs heures de travail pour ne pas s'y perdre. Si je ne me trompe pas, tu as commencé ta thèse en 2021 ? Non, c'est pas ça peut-être. Alors, j'ai plus en tête, c'est vrai que les années passent. Ouais. Jusque-là, je suis en fin de 4e année. D'accord, très bien. Et donc, il y en a encore pour combien de temps à peu près ? Est-ce que c'est défini ou pas vraiment ? Alors, je pense qu'au bout d'un moment, on a besoin de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Et l'idée, c'est que quand on travaille à temps plein, on a en général 6 ans pour accomplir le doctorat, parce que on appelle ça un doctorat à mi-temps. Et c'est ce que je me fixe. Je me fixe en tout cas de finir au bout de 6 années. Donc là, il me resterait à peu près 2 ans pour aller vers la fin et puis pour clôturer. D'accord. Et suite à cette thèse, justement, est-ce que tu comptes poursuivre les mêmes missions ou justement faire évoluer tes pratiques professionnelles ? Je dirais, c'est vrai que du fait de mon objet de recherche, l'idée, c'est de mesurer l'impact de nos programmes d'ETP, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, par rapport aux patients. Et l'idée, ça serait que si, imaginons, la variable du genre joue un rôle qu'on n'avait pas pensé aussi fort auparavant, ça serait de modeler les prochaines interventions thérapeutiques pour qu'elles tiennent compte de ça. Pour te dire, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des programmes d'ETP, en fait, il y en a sur plein de sujets différents. L'obésité, le diabète, l'asthme, sur vraiment plein de maladies chroniques. Et il y en a qui sont faits par rapport même à l'endométriose, par rapport aux femmes, par rapport à des points spécifiques. Sur le genre, peu importe les maladies, il n'existe aucun programme d'ETP en France qui intègre cette variable du genre. Et je me dis, pourtant, ça mérite quand même qu'on puisse s'y pencher au vu des chiffres et des statistiques qu'on voit sur ce sujet. D'accord. Donc, on parlait de tes habitudes de travail en tant que psychologue, en tant que doctorant. Est-ce que tu as d'autres missions ? Alors, c'est vrai que l'emploi du temps est assez chargé. Donc, il y a la mission clinique, en effet, au CHU, la psychothérapie, le fait de recevoir les patients. Il y a la mission de recherche qui me prend aussi beaucoup de temps, sur des vacances, sur des week-ends, de soit m'entretenir avec les patients, soit de coter les questionnaires psychométriques qu'on aura passés ensemble. La recherche aussi, bien sûr, documentaire. Et après, j'ai aussi des missions d'enseignement. J'interviens au sein de l'UPJV, alors soit en psychologie avec des 2e ou des 3e années, mais j'interviens aussi beaucoup avec l'équipe du pôle prévention où j'exerce, auprès de personnes qui se forment à l'éducation thérapeutique du patient. Donc, il y a le DU d'ETP de l'UPJV auquel nous intervenons. Il y a auprès des étudiants en pharmacie, des étudiants kinés, des aides-soignantes, des ambulanciers. Donc, il y a pas mal de missions en fait différentes. Et je trouve que ça nourrit un peu mon approche. C'est que des fois, on peut voir peut-être des psychologues qui sont un peu dans leur jargon, ou qui sont un peu... c'est toujours un peu mystérieux ce que fait le psychologue. Et j'aime bien un peu cet aspect de démystifier ce qui se passe. C'est que voilà, quand des fois il y a des étudiants infirmiers, des étudiants pharmaciens, etc. Et ils disent puis le psychologue, bon j'imagine on peut pas assister à l'entretien. Je leur dis pourquoi ? Enfin je dis comme n'importe quel de mes collègues, si le patient est ok, venez. Et j'aime bien cet aspect vraiment de vulgariser, de démystifier. C'est vraiment un point important parce que je trouve que ça dessert un peu parce que oui, c'est vrai qu'on dit moins le psychologue c'est pour les fous, le psychologue c'est quand on va très mal, etc. Mais à ne pas savoir ce qui s'y fait dans le bureau du psychologue, on va mettre un peu des croyances, même des préjugés là-dessus, qui vont clairement pas aider à aller consulter. Donc c'est pour ça que oui, là, entre les missions cliniques, de recherche, d'enseignement, ça fait beaucoup de choses. Et puis des fois, d'intervenir aussi à des congrès ou à des colloques, de soumettre par rapport à ma thèse ou par rapport à d'autres sujets des réflexions, et dans l'idée de pouvoir y participer par la suite. Donc c'est aussi un travail parce que de soumettre un abstract, qui soit évalué, de soumettre des articles scientifiques. C'est un peu laborieux pour être honnête. Et voilà, ça demande du temps, de l'investissement, et c'est tout ce qui ne se voit pas derrière. Parce que oui, quand on voit, c'est une communication, ça dure 15 minutes, un colloque, mais derrière, il y a eu toute la réflexion pour que ça soit accepté, et après, pour
construire le PowerPoint pour que ça plaise aux personnes qui vont écouter, et puis que ça soit intelligible, que ça soit pas de nouveau un jargon de psychologue enfermé dans son bureau. C'est ce que je cherche à éviter, en tout cas à tout prix. D'accord, donc ça fait en effet un emploi du temps bien chargé. Et dans tout ça, est-ce que tu arrives tout de même à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Et oui, si oui, comment tu fais? C'est là aussi, comme je disais, c'est que des fois, je peux être tenté je me mettais un peu des deadlines en disant là, il faut que j'ai fait telle tâche, là, telle tâche, et je ne tenais pas forcément compte de mes ressentis. Et ça, en fait, je le vois tout de suite, c'est que même par rapport à ma conjointe, donc elle est aussi psychologue, et elle, des fois, elle va pouvoir un peu me pondérer en disant, voilà, enfin, là, ça m'est arrivé en début d'année, j'avais passé 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, j'avais fait tous mes samedis du matin jusqu'en fin de journée à travailler sur ma thèse. Et c'est vrai que j'étais un peu plus irritable, j'étais un peu plus renfermé, etc. Et voilà, c'est elle aussi qui m'a dit, peut-être que ça serait temps là de souffler, de faire autrement. Donc je pense que la salle de sport, le fait d'y aller, je vais 3-4 fois par semaine, et ça me fait du bien, parce qu'après quasi chaque journée au CHU, je vais à ma petite salle de sport, je fais mes exercices, je pense plus du tout aux patients, je pense plus du tout aux histoires des fois compliquées que je peux entendre, et ça me fait du bien. Donc la course à pied aussi, ça, mettre de la musique, et puis voilà, aller se balader, ça fait aussi beaucoup de bien. Et je dirais les ressources. C'est que les ressources, c'est vraiment aussi les temps avec des amis, les loisirs, le fait de... Parce qu'on peut vite être la tête dans le guidon et se dire, voilà, il faut que j'atteigne tel objectif. Et en fait, si c'est au prix de la santé, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Donc je trouve que l'image, c'est un peu un vrai exercice d'équilibriste où il faudrait arriver à ni basculer dans la procrastination et pas travailler, parce qu'il y a quand même une thèse à boucler, ni aller de l'autre côté où je ne ferai que la thèse et je ne fais plus rien d'autre. Ça sera l'écueil en tout cas à éviter. Et oui, ça demande de bien planifier l'ensemble des rendez-vous, l'ensemble des tâches à effectuer. Donc, ton sujet de thèse, je pense, à juste titre, je pense que tu en parles beaucoup avec ta conjointe, puisque vous êtes tous les deux dans le milieu. Mais est-ce que c'est aussi un sujet que tu abordes facilement avec tes amis, tes proches, ou au contraire, tu aimes bien laisser la thèse là où elle est et vraiment te vider la tête quand tu en as l'occasion? Je dirais que c'est vrai que la thèse aussi, mon sujet me passionne. Pour resituer peut-être, pour mieux comprendre, c'est que, en fait, si on remonte quelques années en arrière, donc il y a peut-être environ 5 ans, j'étais à un dîner de famille, on était à Noël, et puis il y avait des hommes, à un moment, il y avait une discussion qui était autour de la table, et ils parlaient de la santé, de leur manière de considérer le psychologue, etc. Et là, j'ai eu un peu tous les préjugés possibles et inimaginables, oui, mais il faut parler avec le psy, moi j'aime pas parler, et puis bon... je comprends que les femmes elles y aillent, mais quand même, pour un homme, on est censé pouvoir se contrôler et puis pouvoir faire les choses soi-même. Et là, je me suis dit, mais et c'est vraiment un peu... J'ai mon directeur de thèse actuel, Amal Bernoussi, on était peut-être, je sais pas, le 25 décembre, et je me suis dit, oh là, j'avais déjà l'idée en tête, mais il y a un truc, en fait, à aller chercher. Et c'était pas la première fois, c'est que déjà, il y a eu plein d'autres occasions, que ça soit au CHU ou peut-être dans ma sphère privée. Et je lui ai envoyé, très spontanément, 5-6 lignes dessus. Comme il est très réactif, le lendemain matin, je devais déjà avoir une réponse. Et il me disait, ouais, pourquoi pas, on pourrait réfléchir à ça, et puis je pourrais être OK pour t'accompagner. Donc après, c'est comme ça que le sujet s'est fait. Mais du coup, pour dire que, ouais, des fois, c'est vrai que les frontières peuvent se gommer un peu, parce que j'aime bien en parler, mais je pense que des fois, c'est des rythmes, ou un peu comme des pulsations, où des fois, les choses s'ouvrent, des fois, elles se ferment. Il y a des moments où je sens que voilà, je vais pas hésiter à en parler, à être dedans, même avec de la famille, etc. Et il y a des autres fois où, même si on me tend des perches, entre guillemets, c'est vraiment un temps de repos. Et je pense que les gens autour de moi le sentent quand je serai plus réceptif ou enclin à en parler de quand je le suis moi. Mais voilà, c'est très riche. Ça dépend vraiment des moments. Mais oui, je pense que j'ai remarqué que des fois, quand j'en parle pas, et que même j'ai laissé 1 semaine, 2 semaines sans du tout penser à la thèse, quand j'y reviens, je sens bien que je réagis différemment. C'est un peu l'image de cette petite ampoule qui s'allume quand on arrête de penser à quelque chose et hop, on a une idée qui vient. C'est un peu à cette image-là. C'est comme ça que j'ai pu avoir des idées ou construire l'avancement de ma thèse en tout cas.
Et donc, on va poursuivre le retour en arrière puisque tu nous as expliqué finalement ton cheminement jusqu'au début de ta thèse, mais encore avant cela. Donc, tu étais étudiant à l'UPJV, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les études que tu as choisies pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors là, tu me fais remonter un petit peu en arrière, ça fait toujours bizarre. Mais parce que c'est vrai que j'ai toujours le fait d'être doctorant aussi, même des fois quand je parle aux étudiants que je reçois en stage, je leur dis ah oui, là quand j'étais étudiant, donc il n'y a pas longtemps, puis après là je regarde mes doigts et je compte et je dis oulala, finalement ça fait un petit peu longtemps quand même, mais tant que doctorant je suis encore étudiant. Oui, bien sûr. Mais comment ça a commencé, c'est que au tout départ, j'ai fait un bac économique et social. Et j'étais passionné par l'économie, par la sociologie, par la philosophie, par toutes ces choses-là. Et dans mes choix, j'avais mis L1 de éco, L1 psycho, L1 philo. Voilà, c'était les 3 choix sur lesquels je me positionnais. Et puis finalement, il y a eu des choses qui ont fait que je me suis dit, tiens, je vais aller vers la psychologie. Ce qui m'attire aussi, c'est que c'est vrai qu'en tant que psychologue, il y a un titre professionnel. Philosophie, dans ma conception, qui est peut-être erronée ou à revoir, mais c'est plus de l'enseignement, c'est plus des choses de ce type-là. L'économie, le facteur humain, il peut y être, mais bon, d'une manière un peu détournée. Et la psycho, il y avait vraiment le facteur humain. Et je me suis dit, allez, je vais aller vers une L1 de psycho, puis je verrai un peu comment ça se passe. La première année, elle est assez généraliste, en tout cas à la faculté d'Amiens, et ça me plaisait. Il y avait encore de la philo, il y avait encore des choses, donc c'était intéressant. La L2, ça se spécialise un peu plus. Et puis, en L3, voilà, on fait plus des mini-mémoires, on travaille un peu plus profondément certains sujets. Et là, je sentais vraiment qu'il y avait un truc qui me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai fait un M1 de psychopathologie et psychologie clinique. J'étais passionné par tout ce qui était autour des aspects thérapeutiques. Comment accompagner psychothérapeutiquement les patients vers un mieux-être. Peu importe de quoi ils souffrent, que ce soit de pathologie psychique ou même de pathologies somatiques. Et j'ai fait des stages qui ont été très formateurs, parce que j'ai été à différents endroits dans la Somme, et j'ai beaucoup appris de mes tuteurs de stage qui avaient tous des approches différentes. J'ai un collègue, Julien Lobé, qui a une approche très systémique et familiale, et lui, il m'a amené vraiment à se dire, oui, j'ai le patient en face de moi, mais ce patient, il est aussi la somme de toute sa famille. Il est aussi la résultante d'une éducation. Il est la résultante de tout un tas d'éléments extrêmement importants. Et nous, quand on est en face, oui, on a les interactions, on a ces représentations. Mais derrière, il y a toute une famille. Il y a tout un tas de dynamiques qui se jouent et c'est tellement riche que c'est important de le prendre en compte. Après aussi, le fait d'avoir été... j'ai été à la clinique de l'Europe, j'ai été en soins palliatifs, cancérologie. Voilà, là, c'était la dureté, malheureusement, de la maladie somatique. Quand il y avait des personnes qui souffraient de cancer ou qui étaient à des stades avancés ou en soins palliatifs, j'ai vu là vraiment que le psychologue avait vraiment un rôle à jouer parce que, malheureusement, des fois, ou dans un autre temps, on pouvait se dire, ils sont en soins palliatifs, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, sur le plan psychologique. Et sur le plan psychologique, il y a des choses qui sont à faire, il y a peut-être des conflits qui seraient à régler, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui auraient besoin d'être dites, et ça a toute sa place. Et j'ai vraiment essayé de prendre un peu comme j'ai vu ça comme autant de petites graines qui m'ont aidé à germer en tant que psychologue maintenant, pour enrichir ma pratique et avoir une ouverture la plus forte, en tout cas, possible. Mais vraiment, c'est le moment peut-être de remercier en tout cas tous les tuteurs de stage que j'ai pu avoir, parce qu'ils ont été tous et toutes à leur échelle, ils ont été déterminants dans la vision que je peux avoir maintenant et peut-être aussi dans mon sujet de recherche et la manière dont je travaille maintenant. Donc j'ai fait ces expériences de stage pendant mon M1, pendant mon Master 2, et c'est là où je me suis dit, tiens, on doit faire un mémoire en Master 1. Et fort de ces expériences, de ces stages, de ces rencontres, je me suis dit, allez, c'est vrai que les hommes, selon les services, on en voyait beaucoup moins. Donc j'ai été voir Madame Silke Schauder, qui est professeure des universités, puis qui dirigeait mon mémoire à l'époque, en 4e année. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de mémoire qui parlent de la maladie physique, et notamment avec le genre masculin? Elle est revenue la semaine d'après,
Elle me dit, bah voilà, j'ai rien. Elle m'a dit, j'ai aucun mémoire d'étudiants qui ont travaillé là-dessus. Et moi, bah, ça a encore plus piqué ma curiosité parce qu'elle me dit, bah, si vous voulez, je peux vous donner des choses sur le cancer chez la femme, le cancer du sein, l'interaction avec le genre féminin, etc. Et j'ai pris, en effet, hein, pour me renseigner là-dessus. Mais elle avait, je sais pas, elle devait avoir une 50aine de mémoires sur ça. Et je me dis, bah, il y a quand même un décalage qui est assez étonnant. Il y a une 50aine de mémoires par rapport au genre féminin, ce qu'il se passe, et il y en a 0 pour le genre masculin. Et c'est là, elle m'a dit, mais vous voyez, ça a de l'intérêt finalement, là, votre idée. Ça rend les choses pas faciles. Oui. Mais du coup, voilà, le M1 m'a permis de commencer une recherche. En M1, c'était 4 patients. Donc c'est une petite recherche, voilà, on découvre ce que ça peut être. Et après, j'ai poursuivi en Master 2. Et après le Master 2, j'ai fait aussi un diplôme universitaire. Donc c'est le DU d'éducation thérapeutique du professeur Lalo et professeur Schauder. Et du coup, il y avait encore un mémoire à faire. Et du coup, là, j'ai pu reprendre ce que j'avais initié sur le genre, sur ce qui pouvait se passer, mais cette fois par rapport à l'obésité. Et voilà, j'étais peut-être un peu frustré parce qu'il durait qu'1 an et il y avait peut-être beaucoup de choses encore à dire. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça serait l'occasion de partir là, sur un doctorat, de souffrir peut-être un peu plus qu'une simple année, mais de vraiment déployer là, toute ma recherche. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce doctorat et avec cet objet de recherche qui me paraît en tout cas intéressant. Et ce qui est rigolo aussi, on va dire rigolo ou questionnant, c'est que je parlais des mémoires où il n'y en avait pas beaucoup. Mais ça, il y avait un congrès de psychologie de la santé il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une table ronde femmes et santé. Il y avait un autre symposium avec plein de communications sur santé et femmes. Et du coup, je me dis, bon, bah, il y a 3 jours, il va y avoir, s'il y a femmes et santé, on inverse santé et femmes. Il va y avoir sur hommes et santé ou quelque chose comme ça. Et il n'y avait rien du tout. Et il n'y avait même pas une seule communication qui était prévue là-dessus. Et je me suis dit, bah voilà, les mémoires, les colloques, les congrès, il y a peu de choses là-dessus. Ça montre que dans la recherche scientifique, il y a moyen en tout cas de cheminer là-dessus et d'amener peut-être des pistes de réflexion. Donc c'est un parcours très riche, en effet. Et parmi tous tes stages, toutes tes expériences, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre ou pas ? Je dirais, c'est vrai que j'ai déjà parlé par rapport à ce stage. Là, c'était en psychiatrie adulte avec mon collègue Julien Lobé, ou cette approche familiale. La clinique de l'Europe, où ça a été aussi déterminant. Après, il y a eu les stages de la dernière année aussi, je pense qu'ils ont ils ont été aussi importants. Parce que en dernière année, c'est là où tout doucement, on nous laisse un peu une autonomie, on commence peut-être à avoir les patients seuls. Et c'est vrai que le premier patient vu seul, c'est toujours aussi un événement. Et je me rends compte maintenant que j'ai des étudiants qui m'accompagnent. Je comprends leur stress, je comprends un peu leur appréhension. Parce que moi, je repense à quelques années plus tôt où j'ai vu mon premier patient. Alors, on en arrive à la fin de notre podcast. Et cette fois-ci, je vais te laisser t'adresser à nos auditeurs et certainement à tes étudiants, qui font peut-être partie de nos auditeurs aujourd'hui. Quels sont les conseils que tu leur donnerais si ils souhaitaient, comme toi, faire un doctorat par la suite ? Alors, grande question. En effet, je vais répondre de mon point de vue personnel, mais je pense que c'est important déjà d'avoir un ancrage professionnel. Je sais que mon directeur de thèse, Amal Bernoussi, c'est ce qui essaye d'avoir le plus possible avec ses doctorants, c'est que d'abord, ils soient dans une institution, et après, quand ils sont titillés par des idées, par des réflexions, là, j'ai envie de dire, pour rigoler, mais les choses sérieuses commencent. Parce que on est face à des problématiques qui nous parlent, et je pense que ça se sent, si notre sujet de recherche, il est, allez, on n'avait pas le choix, on parle là-dessus, ou si c'est un sujet où dans nos tripes, entre guillemets, ça résonne. Et ça, je pense que c'est déjà un point important. Ce que je dirais aussi, c'est, me concernant, j'ai besoin, dans mes cours à l'université, je sais que j'ai besoin qu'il y ait du concret, qu'il y ait de la pratique. J'ai besoin que la psychothérapie, ça soit pas qu'un terme théorique, que ça soit quelque chose qui soit ancré dans la réalité, qu'on pratique.
il y a une vraie pratique derrière ça. Et je pense que pour ma thèse, c'est un peu la même chose, c'est que je voulais là évaluer les programmes de TP qu'on met en place, mais les évaluer pour pouvoir les modifier ou garder ce qui est déjà intéressant. Donc que ça puisse profiter non seulement peut-être en rédigeant des articles scientifiques, mais que ça puisse profiter aussi aux patients. Parce que j'envisageais pas de prendre du temps uniquement pour, entre guillemets, le plaisir de la recherche, mais surtout pour faire avancer dans ce domaine-là. D'autant plus qu'on voit que comme il n'y a pas beaucoup de mémoire, il n'y a pas beaucoup de thèses, il n'y a pas beaucoup de thèses, il n'y a pas beaucoup d'articles scientifiques, il n'y a pas beaucoup de congrès de ce fait, donc en fait ça vient un peu invisibiliser cette problématique-là. Alors que là, en travaillant là-dessus, ça vient mettre en lumière l'importance finalement du travail autour du genre, de l'obésité, des caractéristiques spécifiques, et ça pourrait servir sur le terrain clinique, peut-être avec des collègues ou avec d'autres personnes, qui se disent « mince, pourquoi j'ai si peu d'hommes qui viennent en consultation ?» Donc ça, c'est vraiment un deuxième point, je dirais, important. Ce que je dirais aussi, c'est la bienveillance. Et là, c'est vraiment, peut-être pour les personnes, les étudiants ou professionnels qui pourraient nous écouter, c'est de cultiver cette bienveillance parce que l'exercice de la recherche, il est quand même difficile. On soumet à l'évaluation des pairs beaucoup de fois notre travail. Il y a un comité qui se réunit chaque année pour voir comment on a avancé, si tout se passe bien. Et ça, on peut soi-même être peut-être manqué de bienveillance. Et ça, je le cultive avec les patients, mais de plus en plus, au fil de ma recherche, je vais le cultiver pour moi-même. Et puis, étant un homme, ma recherche portant sur les hommes, je pense que j'ai aussi beaucoup appris de mon sujet de recherche, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé. Mais vraiment, cette bienveillance, elle me tient vraiment à cœur, parce que des fois, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Et tous ces étudiants qui me disent « bah oui, mais même en dernière année, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être en difficulté », je leur dis « mais ça fait 6 ans que j'exerce et je fais encore des conneries. Ça fait 6 ans que je reçois aussi des étudiants, etc. Et des fois, je leur dis « ah, là, peut-être qu'on aurait dû amener les choses autrement. Là, peut-être qu'on aurait dû faire ça. » Et je leur dis vraiment, la psychologie, c'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose qui demande du travail, de la lecture, de soumettre au père un peu ce qu'on a pensé. Et c'est normal qu'on ait des critiques. Bien sûr, il faut que ça soit proportionné. Il y a des critiques constructives qui peuvent nous paraître désagréables, mais nous aident à avancer. Et puis, il y a d'autres critiques qui peuvent l'être moins. Mais l'idée, c'est vraiment de se baser sur ce qui peut nous aider. Et puis, j'ai une citation qui m'a fait beaucoup écho, mais qui nous dit « Nous manquons d'énergie, non pas parce que nous faisons trop de choses qui nous épuisent, mais parce que nous faisons trop peu de choses qui nous nourrissent. » Alors, il y a plusieurs aspects. Parce que, il y a l'aspect de nous nourrir, qui est un point très important, le rapport à l'alimentation du fait de là où j'exerce, et aussi les ressources. Avec les patients, on travaille énormément sur leurs ressources, sur ce dont ils sont capables. Et ça, c'est important, parce qu'on peut souvent s'axer sur les déficits, sur ce qui est manquant, mais pas souvent assez sur ce qui est présent. Je dis toujours à un patient qui est là, si vous êtes devant moi, c'est que vous avez des ressources. Sinon, vous ne seriez plus devant moi. Et ça, c'est vachement important parce qu'il vaut sous un autre angle en disant je suis en difficulté. Oui, mais bien que vous ayez des difficultés, vous êtes présent. Et ça témoigne d'une force de caractère qui est assez exceptionnelle. Donc ça me permet de rendre hommage, j'ai envie de dire, aux patients qui peuvent venir et qui souffrent de maladies chroniques, aux étudiants, parce que je sais que c'est pas facile en tout cas de faire ce métier. Et puis oui, en tant que psychologue, à tous les collègues psychologues, on peut être amené à beaucoup donner, à se nier soi-même, mais c'est important de se considérer. Et c'est pour ça, pour repartir sur la citation, l'idée c'était vraiment de se demander, mais moi finalement, qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Et je pense que quand on trouve un équilibre, on est assez nourri, on se sent bien et on peut avancer avec plus de sérénité. Eh bien, merci Alexandre pour ces précieux conseils. Est-ce que tu as un dernier message pour conclure ? Je dirais, si j'avais un mot-clé, peut-être qui pourrait me venir, c'est le lâcher-prise. Alors, pas le lâcher-prise comme dans les magazines de psychologie positive, c'est pas ce lâcher-prise-là, mais ce lâcher-prise de se dire que, c'est ce que j'ai appris avec la thèse, c'est que ce que je peux maîtriser, ok, je vais essayer de jouer là-dessus, d'avancer, de faire de mon mieux, mais il faut que j'arrive à repérer ce sur quoi je n'ai pas la maîtrise. Et comme ça me permet de libérer de l'énergie et de me sentir mieux parce que j'agis sur ce que je peux maîtriser
et je laisse faire en quelque sorte ce sur quoi je n'ai pas de maîtrise à l'heure actuelle. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour ton témoignage. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode. À bientôt.